Coucou, on se retrouve pour le bilan numéro 2 du mois d'août. J'ai quelques lectures encore une fois à vous présenter, donc on va pas traîner de manière à ce que ça soit vraiment un bilan et non pas un vlog. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Nous allons attaquer ce bilan lecture avec un cadeau que j'ai reçu de la part de Pénélope dans notre dernier swap, et c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure que nous avons lu plus ou moins en lecture commune avec Juliette et Pénélope. J'ai terminé un petit peu avant parce que moi j'étais pas en panne de lecture, donc forcément ça aide à avancer ces lectures. Dans La Cité diaphane, on va suivre un personnage d'archiviste qui débarque un peu là et qui, a priori, de mémoire, est censé comprendre ce qu'il s'est passé dans cette cité, puisque c'était une cité qui était, entre guillemets, bénie par la déesse, et que du jour au lendemain, tout a pourri, une espèce de malédiction a plus ou moins soit décimé les gens, soit les a fait fuir, et que tout a pourri, et que, de toute évidence, la cité semble gangrénée, on ne sait par quoi. Donc cet archiviste arrive là, et va se retrouver pris dans toute une histoire qui le dépasse. On va découvrir qu'il y a encore quelques personnes qui traînent à Rochebrume et qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre de toute évidence. Le mot de l'éditeur, c'est La Cité diaphane, son tout premier roman, est une fantaisie gothique et torturée ponctuée de nombreux rebondissements. La démesure des décors n'a d'égal que l'orgueil et la folie humaine. Voilà, ça fonctionne très bien pour résumer ce livre. En gros, mon avis sur ce livre, c'est un avis qui va être très difficile à exprimer parce que c'est un livre très particulier. J'ai totalement adhéré à l'ambiance. J'ai totalement adhéré aux descriptions, à l'écriture qui est d'une qualité exceptionnelle. C'est vraiment extrêmement bien écrit, je trouve. On a vraiment un très très gros travail sur les sensations, sur tout ce qui va être sensoriel en fait. L'ouïe, la vue, enfin le toucher, les odeurs, etc. Il y a vraiment un très gros travail, je trouve, là-dessus. Et on s'y croirait. Ça prend un peu aux tripes et c'est un peu angoissant. Voilà, ça c'est vraiment les points les plus positifs à mon sens. J'ai trouvé que ça avait un côté très Lovecraftien dans certaines choses et surtout vers la fin, avec des choses, voilà, avec même ce travail sur l'ambiance, hein, c'est un côté un peu Lovecraftien de choses qu'on sait mais qu'on ne sait pas, qu'on sent, qu'on perçoit mais qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à définir. Enfin vraiment le travail d'écriture est incroyable, le travail de description est incroyable. L'histoire en elle-même, avec les protagonistes en eux-mêmes, c'était intéressant. Mais c'est vrai que c'était à certains moments difficilement compréhensible. C'est un livre en fait en gros qui va être très lent, où on a des révélations qui arrivent de manière assez régulière quand même, mais il n'y a pas ce côté, je sais pas comment vous dire, dans les livres en général quand une révélation va arriver, on le sent plus ou moins arriver. Il y a ce travail de rythme qui fait qu'on est dans plutôt une montée en tension ou une redescente en tension. Là ça reste quasiment toujours sur la même note. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'on puisse ne pas adhérer à cet ouvrage parce que c'est vraiment très spécial, parce que c'est vraiment un livre d'ambiance. Je trouve que l'histoire, voilà, comme je vous disais, je me suis encore égarée dans ce que je voulais vous dire. L'histoire a des côtés très intéressants, a des plots très intéressants, a des références culturelles intéressantes. Ça fait penser à certains contes, ça fait penser à plein de choses en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu paumé en termes de compréhension. Le côté de la malédiction aussi était chouette, j'ai bien aimé, mais encore une fois, il y a des moments où on est un peu paumé, on ne sait plus très bien où on est. Alors, ça fonctionne avec le livre parce que ça a vraiment ce côté hors du temps, hors de l'espace, ce côté très onirique, mais si on n'est pas bien accroché, si on n'est pas dans un bon mood de lecture, ça peut être compliqué à suivre. Je ne saurais pas très bien quoi vous en dire d'autre. En fait, concrètement, j'ai aimé cette lecture. Je l'ai trouvée vraiment intéressante, mais je pense que j'ai besoin de la relire. C'est tout le truc de cet ouvrage, en fait, je crois, c'est que une lecture ne suffit pas, je pense, pour totalement tout apprécier, tout comprendre, tout saisir et profiter pleinement de sa lecture. Donc moi j'ai aimé parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce côté sombre, cette déambulation un peu désespérée, un peu vaine, ces personnages qui sont perdus, qui ne savent pas grand-chose d'eux-mêmes, qui ne se souviennent plus de plein de choses et qui parfois sont juste en mode un peu automatique et on sent ce malaise, cette espèce de présence sous-jacente. Ça, c'était vraiment très très chouette. Mais effectivement, j'aurais besoin de le relire. Je pense qu'il me manque certaines choses que j'ai pas saisies à la première lecture. Donc je pense que c'est une relecture que je referai parce que vraiment j'ai adhéré.
mais une deuxième lecture, je pense, m'éclairera beaucoup plus et me permettra de beaucoup plus apprécier cette première lecture. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe de ce que je dis, je ne sais pas si c'est clair, c'est très particulier, hein, c'est très très sombre. Apparemment, c'est tiré d'un jeu, donc c'est Dark Souls, je crois, ou Dark Souls, je ne sais plus, que je ne connais absolument pas. Et il y a ce côté, effectivement, très jeu vidéo, avec ce personnage qui suit une quête, avec des rencontres, avec des endroits à visiter. Enfin, ça a vraiment un côté jeu vidéo, hein, très concrètement. Et c'est un truc que j'aime bien. C'est très difficile parce que j'ai aimé énormément de choses, mais j'en suis ressortie avec un goût un peu doux amer comme ça. Donc je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus. Si vous aimez les écritures assez contemplatives, où finalement il se passe des choses, mais pas tant que ça, et même quand il se passe des choses, la manière d'écrire fait que on n'est pas dans de la grosse aventure, allez-y. Si vous aimez les plumes extrêmement travaillées et léchées, allez-y. Après, si vous avez besoin de quelque chose pour vous détendre, bah c'est pas ça, voilà, concrètement. Ensuite, j'ai lu, enfin ensuite, avant, après, je ne sais plus, j'ai enfin lu Lady Helen d'Alison Goodman que m'avait offert mon frère il y a genre 1500 ans, que j'avais dit que je lirais avant la fin du mois d'août et c'est chose faite. Ici, on va suivre donc Lady Helen, qui est une jeune femme qui va arriver à l'âge où elle est présentée en société et où on espère lui faire un bon mariage, parce que, et même je dirais à plus forte raison, que sa mère et son père sont morts dans des circonstances assez étranges et en fait étaient a priori accusés de trahison à la couronne. Et donc il y a vraiment cette ambivalence entre essayer de dissocier Lady Hélène de ses parents pour réussir à la faire épouser un bon parti. Voilà, on est on est vraiment dans un livre où le social est extrêmement important et voire même prévaut sur un peu tout. Ce qui se passe, c'est que Lady Hélène va découvrir qu'elle a des facultés particulières et ça coïncide avec un moment où des personnes commencent un peu à disparaître. Donc elle a une amie qui se retrouve dans une histoire un peu bizarre, elle a une servante qui disparaît et tout est corrélé bien évidemment, vous l'imaginez bien, et donc elle va découvrir qu'elle n'est pas une jeune femme comme les autres concrètement et un nouveau personnage va arriver dans sa vie qui apparemment est un personnage assez douteux quand on en parle. Et bref, tout ça va se relier. Je veux pas trop en dire pour pas trop spoiler. C'est peut-être un peu décousu comme résumé, mais vous voyez à peu près le contexte et l'idée, c'est le principal. J'ai absolument détesté tous les côtés sociaux. J'ai absolument détesté tout ce qui avait attrait à les règles sociales, l'étiquette, la manière de parler, de se comporter, la manière la pudeur exagérée, exacerbée, tout ça, ça m'a sorti de mon récit à trop de moments, ça m'a agacé à trop de moments pour que je puisse pleinement apprécier ma lecture, ce qui est un petit peu dommage. Concernant l'histoire, c'est un trope en lui-même très classique, mais je trouve que le concept de fond, les idées de fond sont plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé les créatures, j'ai aimé le côté négatif, maléfique. Voilà, tout ça c'était très très chouette. Après, concrètement, ça sent très fortement le triangle amoureux. Alors, c'est pas encore le cas, mais j'ai bien peur que ça arrive et je ne l'espère pas du tout. Mais voilà. Donc, c'est une lecture qui était sympa. C'était pas la lecture de l'année, mais c'était sympa. Apparemment, le tome 2 sera beaucoup moins dans tous les aspects qui m'ont saoulé. Donc, voilà, tous les aspects sociaux, tous les aspects étiquette, représentation en société, blablabla. Donc, pourquoi pas continuer voilà, pourquoi pas continuer. Je peux pas vous en dire grand chose de plus. Si vous aimez le young adult avec des jolies robes et des crinolines et ce genre de trucs, ça peut vous plaire. L'héroïne en elle-même n'est pas déplaisante, pas spécialement intéressante, mais pas déplaisante non plus. Le personnage masculin est un petit peu cliché à mon sens, mais ça, bon, j'ai envie de vous dire, on est dans du young adult et en plus, c'est pas un livre tout récent, je pense. Donc finalement, par rapport à ce qui peut 2016, ouais, c'est pas tout récent. Par rapport à ce qui peut se publier actuellement Young Adult, pour l'époque, c'était peut-être plus novateur, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce qui se faisait. Je disais pas de Young Adult en 2016 pour tout vous dire. Voilà. Mais bref, donc c'était sympa. C'était pas incroyable, c'était sympa. Je serais éventuellement curieuse de continuer, donc vous voyez, je suis pas fermée à l'idée de continuer, mais je vais pas non plus courir après et aller le chercher à tout prix. Donc nous verrons dans l'année, quand je dis dans l'année, c'est 2024, si je continue ou pas, si j'ai l'occasion de continuer ou pas, et si on en reparle. Ensuite, j'ai écouté en audio Magic Charlie, le tome 2, donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard, il me semble, le titre, je vous remets ça ici. Et c'était absolument génial. Donc on va être dans la suite directe du premier, direct je veux dire même en termes de temporalité. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de Magic Charlie sans trop vous parler de ce tome 2, on va suivre Charlie qui est un enfant, enfin un préadolescent, somme toute très très classique, qui va dans une école très particulière, un collège
qui est dans un lieu particulier, qui est assez spécial, qui a déjà cette petite odeur de magie, bien que pas... Il y a pas de magie, mais ça a cette petite... on sent que ça va arriver. Et dès le début, on découvre que sa grand-mère a perdu tous ses souvenirs, que elle va venir vivre chez lui et chez sa mère, et qu'ils vont devoir s'occuper d'elle parce que elle ne se souvient de rien, qu'elle a un peu perdu la tête. Et très rapidement, on va comprendre que ce n'est pas de cause naturelle, ce n'est pas une maladie naturelle, mais qu'il lui est arrivé quelque chose et Charlie va se retrouver embarqué dans le monde un peu caché de la magie. Et c'est absolument incroyable. C'est une lecture que je trouve extrêmement savoureuse, que je trouve extrêmement rafraîchissante. C'est vraiment du middle grade comme on aime. Avec ce côté où on est emporté, avec ce côté où il y a des choses qu'on sait, qu'on connaît, parce que c'est repris de choses, voilà, de tropes un peu classiques en termes de magie et de ce genre d'univers magique. Mais en même temps, ça a l'intelligence de proposer aussi de nouvelles choses et d'apporter de la nouveauté. Le personnage de Charlie est un personnage que j'adore, un des rares personnages pour lesquels j'ai vraiment de l'affection, parce que c'est un préadolescent absolument adorable, très réaliste, très bien pensé. Il souffre d'anxiété, il a ses problèmes de préadolescent, et en même temps, il a des relations avec les adultes de sa famille et de son entourage qui sont très saines, et ça fait du bien. Il a une meilleure amie qui est très particulière, mais avec qui il s'entend très bien et qui ça fait un duo qui fonctionne très très bien. Et il y a le personnage de Sapoti qui est dans la classe de June et de Charlie, qui est très mystérieuse dans le 1 et qu'on va apprendre à découvrir évidemment au fur et à mesure que l'on avance dans les tomes, que j'aime énormément parce que je trouve encore une fois que c'est un personnage féminin qui n'est pas cliché et ça fait du bien. Je saurais pas très bien quoi vous en dire parce que comme à chaque fois que j'écoute en audio, je ne prends pas de notes. Je fais voilà, je me laisse totalement vivre et je fais autre chose en général en même temps, donc c'est pas le moment où je peux prendre des notes. Mais retenez bien, si vous devez retenir quelque chose de ce que j'ai de ce bilan concernant Magic Charlie, le tome 2, que c'était une véritable avancée. C'est-à-dire qu'on est sur un tome 2 qui avance vraiment. On n'est pas sur un tome 2 qui ne propose rien. On va être dans une nouvelle situation, on va découvrir de nouveaux personnages tout en creusant ceux que l'on a déjà. On va avoir une vraie histoire qui va avancer et c'est pas un tome 2 plat où il se passe rien et qui sert de transition. Ça va. Alors, les grosses avancées sont plutôt vers la fin, mais je trouve que ça permet de développer certaines choses et de mettre en place des, comment on pourrait dire, un peu des balises pour comprendre des choses qui vont arriver sûrement aussi dans le tome 3. Et je trouve ça assez intelligemment fait. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'adore Magic Charlie. Je peux comprendre que ça soit trop jeunesse pour certains, mais c'est vraiment ce genre de jeunesse, un petit peu comme à Marie, mais je préfère Magic Charlie qu'à Marie, où on a ce côté où on va un peu régresser et redevenir à notre tour un pré-ado. Moi je laisse, quand j'écoute Magic Charlie, je suspends toute incrédulité et je me laisse totalement porter comme quand je lisais de la fantaisie quand j'étais dans ces âges-là, donc 13-14 ans. Et c'est génial, quoi. Ça fait du bien, c'est un petit bonbon avec plein de réflexions sur bah, les êtres humains, avec plein de relations hyper intéressantes, avec, voilà, il y a tout ce côté aussi très réaliste et de questionnements qui peuvent intéresser des préadolescents. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que c'est à la fois une aventure de magie, une aventure de fantaisie, mais ça reste des humains et des préados qui ont des questionnements d'humains et de préados. Et c'est ce que l'on peut rechercher, je pense, quand on est un lecteur cible de ce type de littérature. Donc, si vous ne l'avez pas fait, découvrez, essayez, tentez Magic Charlie. Laissez-vous porter peut-être par l'audio qui est vraiment absolument génial. Je suis totalement convaincue par ce lecteur, je suis fan. J'adore sa manière de lire qui n'est jamais trop, mais qui est en même temps juste ce qu'il faut, suffisamment joué, suffisamment lu. Enfin, c'est bref, incroyable. Vous aurez compris, c'est un coup de cœur pour moi. Donc, je ne peux que vous inviter à le découvrir. En août, j'ai également découvert le livre de Nathan de Nicolas Cartelet que j'avais emprunté en médiathèque, qui est un roman très court publié sous le label Mu de chez Nemos. J'ai adoré et j'ai adhéré à 100% à cet ouvrage. On va suivre en gros la fin du monde, donc il pleut depuis 8 jours et bah, il pleut tellement que les eaux montent et que finalement les seuls survivants de la Terre telle qu'on la connaît sont les gens qui ont des navires, des bateaux et de quoi bah, flotter en fait, tout simplement.
On va suivre le personnage de Nathan, qui est un homme dans la trentenaire je pense, qui vient de rompre ou de divorcer, ou enfin bref, en tout cas qui est célibataire, qui vit sur son bateau et qui se retrouve seul avec ses pensées. C'est un correcteur de maison d'édition qui n'est pas très très bon apparemment. Il va, dès le tout début, c'est le tout début de l'ouvrage, aller manger, déjeuner avec un éditeur qu'il connaît, avec qui il a travaillé, pour essayer de placer son manuscrit comme ça, et sa connaissance slash pote va lui dire en gros c'est de la daube, laisse tomber. Et Nathan va rentrer sur son bateau un peu désespéré, va boire jusqu'à plus soif, et quand il se réveille, les eaux ont monté et il y a presque plus d'humanité en fait. Et toute l'histoire du livre de Nathan va reposer sur, je vous le donne en mille, le livre de Nathan. Et donc, de chapitre en chapitre, on va sauter des siècles, et on va sauter parfois 3 siècles, parfois 8 siècles, et on va suivre en fait l'histoire et la vie de ce manuscrit raté à travers les époques. Ce qu'il va devenir, comment il va influencer l'humanité, comment il va être utilisé par certaines personnes de l'humanité, et c'était absolument génial. J'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent parce que ça permet de mettre en perspective le rapport qu'on peut avoir à la littérature et aux écrits sacrés. Et comment c'est manipulé avec le temps, comment c'est utilisé, comment c'est modifié et ce qu'on peut en faire. Et j'ai trouvé que la fin était absolument incroyable, j'ai adoré la fin. J'ai vraiment totalement adoré la fin. J'ai tout aimé dans ce livre en fait. Je ne peux que vous le recommander parce que c'est hyper intelligent, c'est hyper fluide, c'est hyper bien écrit. On suit des personnages à travers différentes époques et forcément, à chaque fois, avec ces sauts de plusieurs centaines d'années, les sociétés évoluent en bien ou pas. La manière dont les individus perçoivent le cadre social évolue. Et c'était génial, c'était vraiment... ouais, je trouvais que c'était très très intelligent, très facile à lire. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune difficulté en termes de compréhension. Et c'est drôle, c'est absurde, c'est cynique, c'est tout ce que j'aime en littérature, vraiment, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à découvrir ce livre, n'hésitez pas à vous plonger dans le livre de Nathan, et je pense que vous en ressortirez avec à la fois un petit sourire et à la fois cette sensation d'avoir saisi des choses et de remettre en question certaines choses et remettre en perspective certaines choses. Et voilà, voilà, très très bonne lecture, gros coup de cœur pour moi. Dernier roman dont je vais vous parler, c'est le tome 1 de Fils des Brumes, donc de Brandon Sanderson, qui est sa première grosse trilogie de fantasy, je crois, que je lis dans le cadre du Cosmere Longer organisé par Juliette. C'est une lecture particulière. En gros, dans Fils des Brumes, on suit différents personnages qui viennent tous plus ou moins, en tout cas au début, du peuple Ska. Et le peuple Ska, c'est un petit peu les esclaves des nobles. Donc il y a deux types d'individus. Il y a les nobles et les Ska. Il y a quelques Ska qui s'en sortent un petit peu mieux parce qu'ils tiennent des boutiques et des échoppes. Mais en gros, 90% du peuple Ska est soit dans des plantations, soit est ouvrier en ville et fait tout tourner pour que les aristocrates puissent profiter du travail des Ska. Ça ne vous rappelle rien? Voilà. Bref, on va suivre des personnages qui décident d'organiser un casse, en gros c'est ça, pour renverser l'Empire et renverser l'Empereur Dieu qui dirige tout ça depuis 1000 ans. Et c'est ça l'histoire de base, et je vais pas tellement plus vous en dire parce que je pense que c'est suffisant pour se lancer. J'ai aimé cette lecture, j'ai aimé plein de choses dans cette lecture, mais en fait ce qui s'est passé, si vous voulez, alors je pense que c'est pas totalement la faute du livre, c'est aussi un peu la mienne, je l'ai commencé à un moment où j'étais dans un bas de lecture et où j'étais très fatiguée, donc c'était compliqué pour moi, j'avançais très peu par très peu, et je pense que ça a rendu la sensation que j'ai eue de lenteur beaucoup plus grande que ce que ça aurait pu être en temps normal, et j'ai trouvé que les 100 premières pages, ça va, on va dire les 50-80 premières pages, ça va, c'est intéressant, j'étais dedans, et en fait après on a un moment où on va être dans une période d'apprentissage de la magie, et j'ai trouvé que c'était très 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 long. Vraiment, j'ai trouvé que c'était trop détaillé, que c'était trop d'infodump, et en fait ça m'a un peu encore plus ralenti dans ma lecture, et après, une fois ce passage passé, c'est reparti, et après c'était trop chouette et j'ai adoré. Mais c'est vrai que ce moment-là, je sais pas combien de pages ça dure, pour moi ça a duré 100 pages, mais ça se trouve pas du tout, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. C'était vraiment très très lent, et j'ai eu du mal à avancer, j'ai avancé très peu de pages par très peu de pages, donc c'était un cercle vicieux qui n'en finissait pas. Et pourquoi j'ai eu cette impression aussi? Parce que la magie de Fils des Brumes n'est pas sans rappeler un peu celle de Rochard. Pas complètement, mais un peu. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir déjà un peu saisi comment ça fonctionnait.
et de m'appesantir sur des choses qui n'étaient pas forcément très très utiles. Et en même temps, paradoxalement, il y a par la suite de nouveaux moments d'apprentissage, mais beaucoup plus ponctuels et beaucoup plus courts, où là c'était vraiment absolument passionnant. Donc je pense que c'est juste ce gros passage où Sanderson a voulu expliquer beaucoup de choses sur son univers et sa magie, et avec moi ça l'a pas fait quoi. Mais bon, après, dans l'ensemble c'était quand même très chouette, c'était intéressant, j'ai trouvé que les personnages étaient attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc le personnage de Vin, qui est une jeune fille issue du bas peuple et qui va se découvrir des talents très particuliers et qui va être un personnage qui très nuancé, avec parfois des moments où je désapprouvais sa manière de penser tout en la comprenant, et des moments où je la voyais évoluer, et c'était chouette parce que je trouvais que ça allait plus dans le bon sens, selon mes critères à moi, on s'entend. Mais en fait, même si des moments elle m'agaçait, elle était parfaitement cohérente dans sa construction en tant que personnage, donc c'était très chouette. Le personnage de Kelsey, qui doit pas du tout se dire comme ça, vous ne m'en voudrez pas, était aussi très intéressant parce que lui aussi très nuancé, avec ce côté qui aide les gens lui sont reconnaissants, mais en même temps ce côté très égoïste, avec un regard sur lui et ses faiblesses d'homme aussi. Ben, tous les personnages sont comme ça, assez nuancés, assez travaillés, assez construits, et somme toute, je pense qu'il est difficile de dire que c'est mauvais parce que il est difficile de ne pas admettre que c'est un bon livre, dans la mesure où on sait que c'est un de ses premiers livres, en tout cas un de ses plus anciens, que c'est une saga hyper construite et que voilà, il y a un véritable travail d'écriture et que je suis extrêmement admirative du talent de cet auteur. Mais après, c'est vrai que je pense que concrètement, Fils des Brumes a clairement pâti du fait que j'ai lu Rochard avant et que Rochard, je pense que c'est le summum de son art. Et voilà. Bref, laissez-vous tenter, surtout si vous n'avez pas lu Rochard, commencez par Fils des Brumes, parce que après ça va level up, mais beaucoup beaucoup quoi. Enfin, la dernière lecture que je vais évoquer très rapidement, c'est le tome 7 de Minuscule, que j'ai lu aussi ce mois-ci. Je ne vais pas revenir sur Minuscule parce que j'en ai parlé tellement de fois que je pense que là, maintenant, tout le monde a compris que j'aimais ça. Donc on est dans ce manga tranche de vie avec ces petits personnages de la taille d'insectes qui vivent dans la forêt, qui vivent plein de choses, parfois des choses du quotidien, parfois un peu plus des aventures, et qui mènent leur vie un peu à l'écart de la ville, mais qui y vont régulièrement, qui ont plein de connaissances et d'amis. Et on est vraiment dans un manga tranche de vie, et c'est totalement ça. Ne vous attendez à rien d'autre que ça. C'est des chapitres avec une histoire par chapitre, et parfois des histoires qui ne vont même pas concerner directement les personnages principaux qu'on suivait au début. Donc, très très bonne lecture. J'aime beaucoup Minuscule. Je trouve que c'est toujours une pause dans toutes mes lectures. C'est un moment où je peux lire un chapitre, reposer et reprendre plus tard parce que ça me coupe pas dans ma lecture vu que c'est des histoires séparées. Parfois, certaines histoires se suivent, donc c'est très chouette quand même de les lire dans l'ordre parce qu'on retrouve des personnages et des histoires du passé qui voilà, continuent. Mais voilà, ça peut quand même se lire indépendamment. La plupart du temps, ça se suit pas franchement directement, donc voilà. Mais bref, moi j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les valeurs véhiculées, à l'exception du rapport au tabac et à l'alcool, mais qui est très culturel, je pense. Mais sinon, toutes les autres valeurs sont très très chouettes. Et c'est tout doux, ça fait du bien. Enfin voilà, un peu de douceur, de bienveillance et de gentillesse, ça fait le plus grand bien. C'est tout pour ce point lecture. J'espère que j'aurais pas été trop rapide et que j'aurais été assez claire et concise. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à avoir un regard très très analytique sur mes lectures. Parce que juste déjà, réussir à lire et à comprendre ce que je lis, ça me demande suffisamment d'efforts, donc après me poser pour écrire, pour analyser, c'est un peu compliqué. Donc je vous donne un avis qui sera peut-être pas dans des plus développés, mais je pense que vous aurez au moins la teneur de ce que j'ai pensé des livres, et vous pourrez vous faire éventuellement votre propre avis, est-ce que vous avez envie de les lire ou pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, n'hésitez pas à me faire éventuellement des recommandations, comme d'habitude, je suis preneuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite dans tous les cas de très bonnes lectures, une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!